Donc, normalement, on est en préparation pour la diffusion live. Si vous allez sur la page d'Options Travail, vous pourrez voir le lien apparaître dans les prochaines secondes. Donc, on est live. Bonjour à tous et bienvenue à cette discussion qui va parler d'investissement responsable avec, ma foi, un panel d'invités experts à tous les niveaux. Au niveau de l'investissement responsable, il y a des choses qui se passent que le grand public ne voit pas. Je pense qu'Olivier Gamache va pouvoir nous parler un petit peu des coulisses de l'investissement responsable. Maintenant, Francis Paquette est un planificateur financier qui travaille avec ça depuis longtemps. Donc, on va pas nous expliquer un peu qu'est-ce qui se passe dans le bureau quand on veut investir de façon responsable. Et Mary Hagerman qui écrit des textes au niveau de... Excusez-moi, je vais reprendre mon souffle. Donc, Mary qui écrit des textes donc, dans les médias pour aborder ces enjeux-là et démocratiser un peu toutes ces choses, toutes ces questions-là. Donc, sans plus tarder, je vais laisser mes invités se présenter eux-mêmes. Là, ils vont sûrement le faire mieux que moi que ce que je viens de faire à l'instant. Donc, Olivier, est-ce que tu veux prendre un petit mot pour te présenter? Oui, sans problème. Merci de nous recevoir ce matin. Donc, Olivier Gamache, je suis actuellement président du conseil d'administration du groupe Investissement Responsable, dont j'ai été le PDG de 2006 à 2020. J'ai récemment passé le flambeau à la relève, mais donc j'ai œuvré plus de 20 ans en investissement responsable et là, je suis toujours présent en termes stratégiques. Au quotidien, maintenant, je suis plus dans la philanthropie et dans la consultation en gouvernance sur ces enjeux-là, j'ai auprès des conseils d'administration. Excellent, j'ai hâte d'en apprendre un petit peu plus. Francis? Francis Paquette, merci pour l'invitation, Carl-André. Planificateur financier à la Caisse d'économie solidaire Desjardins. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, Desjardins étant une fédération, hein, chaque caisse peut, si elle le souhaite, avoir une personnalité forte et avec certaines particularités. La Caisse d'économie solidaire, qui fête ses 50 ans cette année, est la caisse au Québec spécialisée en investissement responsable et en économie sociale. Donc, on sert des entreprises d'économie sociale et on accompagne des membres qui sont engagés, qui nous choisissent pour notre expertise en investissement responsable. Donc, on est spécialisé depuis plusieurs années et on parle de ça d'une façon continue avec nos membres dans nos bureaux. Excellent. J'ai hâte de savoir un petit peu plus quelles questions qu'on te pose en général dans ton bureau justement par rapport à ça. Mary? Bon, alors, je m'appelle Mary Hagerman. Moi, je suis avec Raymond James à Montréal. Raymond James est le plus gros gestionnaire de patrimoine en Amérique du Nord, indépendante. Donc, je suis gestionnaire de portefeuille et je suis considérée une pionnière dans les fonds négociés en bourse. J'ai écrit beaucoup là-dessus pour financer investissement et aussi pour Investment Executive. Il y a une dizaine d'années environ, j'ai lancé des portefeuilles en gestion discrétionnaire avec des fonds négociés en bourse. J'ai fait beaucoup d'éducation auprès des investisseurs parce que c'était un outil de placement qui était très peu connu à l'époque. Maintenant, on connaît très bien ça. Et les fonds négociés en bourse sont entrés dans l'espace ESG. Donc, j'ai écrit beaucoup là-dessus et j'ai lancé des portefeuilles aussi pour mes clients dans cet espace-là de socialement responsable. Alors, mon bureau est à Montréal, mais mes clients sont un peu partout. Et aussi avec ce qu'on voit aujourd'hui, on travaille de façon virtuelle. Mais j'aime dire que je suis excessivement privilégiée d'avoir participé non seulement au début de l'essor des fonds négociés en bourse, mais de voir aussi l'intérêt qu'on a aujourd'hui pour le ESG. Et surtout dans cet espace-là, ça me passionne beaucoup. Ben je trouve ça le fun, effectivement. Moi, c'est un peu comme ça que je vous ai découvert à travers ces textes-là, justement, qui expliquent comment le fonctionnement, les rouages derrière tout ça. Et j'aimerais savoir déjà, peut-être, Francis, tu peux me dire, là, depuis le début de la pandémie, est-ce qu'il y a un changement dans ton bureau au niveau des questions que les gens te posent au niveau de l'investissement responsable? Je dirais qu'avec la clientèle qu'on attire à la caisse, je n'ai pas senti énormément de changements parce que je dirais que ça fait plusieurs années que les membres nous posent beaucoup de questions, entre autres par rapport au E, donc au volet environnement
des critères ESG, qui est souvent l'élément qui amène les gens, en tout cas de notre côté, à s'intéresser à l'investissement responsable. Mais je dirais qu'il y a eu beaucoup de discussions, puis il y a encore beaucoup de discussions et d'espoir, je dirais, de la part des membres, beaucoup de commentaires sur le fait de souhaiter que ce qui se passe actuellement dans le monde permette d'accélérer la transition écologique qui est nécessaire, la transition énergétique, donc de profiter de l'opportunité que le monde nous offre actuellement. Donc, je dirais qu'il y a de l'espoir actuellement. Mais je trouve ça intéressant. Tu dis qu'il n'y a pas juste le E dans ESG. Olivier, est-ce que tu pourrais nous faire un petit résumé, mettons, de qu'est-ce que c'est que le ESG, qu'est-ce que ça implique, qu'est-ce qu'on oublie des fois dans tout ça? Je vais essayer de garder ça bref parce que les enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance sont rendus très nombreux. C'est une classification au final qu'au départ, on voulait qualifier les enjeux dits extra-financiers, donc ce qui sortait de la finance traditionnelle, puis on voulait les classifier en enjeux environnement. On peut penser changement climatique, biodiversité sont ceux qui sont souvent le plus évidents, les enjeux sociaux comme les droits du travail, droits autochtones, droits de la personne, et les enjeux de gouvernance où on va parler de rémunération, de diversité au conseil, de composition des conseils. Donc, au départ, on a comme classifié ces enjeux-là dans le ESG. Cet acronyme-là est devenu un peu le go-to pour essayer d'exprimer n'importe quelle stratégie où on intègre ces risques-là comme des risques. Je vous dirais qu'en 2021, là, ça devient difficile de mettre les enjeux spécifiquement dans des boîtes, là. On sait que les enjeux environnementaux commencent déjà à avoir des impacts sur les déplacements de population, donc ça devient des enjeux sociaux. Tout ça peut toujours être résumé par un problème de gouvernance. Donc, on finit par parler d'ESG pour un peu tous ces types d'enjeux extra-financiers, puisque c'est vraiment de plus en plus complexe à mettre dans une boîte, là. Mais c'est sûr que je parle de ce qui est sous le radar, là. L'environnement, on en parle depuis plusieurs années. La gouvernance aussi, ça faisait même partie des critères plus traditionnels d'évaluation. Le social reste un peu celui qui traîne la patte, beaucoup parce qu'on navigue dans un univers qui est plus qualitatif que quantitatif, qui est un peu plus à l'opposé des habitudes des financiers traditionnels, là. Donc, on a encore beaucoup de travail à faire sur le social. Puis, si je peux nommer un enjeu de l'heure en termes social, bien, beaucoup le racisme systémique est venu avec tous les événements qu'on a pu connaître dans les dernières années, là, occuper une place quand même assez importante, là, mais qui reste difficile à quantifier et à amener comme discussion. Les enjeux sociaux sont un défi perpétuel. Comme tu dis, c'est des choses qui sont subtiles, sont difficiles à quantifier exactement. Marie, comment est-ce qu'on regarde ces enjeux-là quand on choisit, je veux dire, un portefeuille? Comment est-ce qu'on décide sur quoi est-ce qu'on a un impact? Bien, c'est une bonne question. Puis je dirais aussi que la terminologie a évolué beaucoup dans le domaine et il y a beaucoup de confusion, hein, parce que il y a 10 ans, je me rappelle, après la grande récession, on parlait d'investissement socialement responsable, donc SRI en anglais. Et ça a un peu collé avec le secteur. Maintenant, on parle plus de ESG et on confond souvent avec SRI. Puis les deux sont un peu différents. Puis à côté de ça, on a aussi l'investissement impact investing. Okay? Donc, je vous dirais que souvent, quand les clients nous parlent de vouloir investir de façon socialement responsable, ils font abstraction, en fait, de la terminologie. Mais ce qui est important à savoir, surtout pour un conseiller qui veut travailler avec les produits, c'est qu'il faut quand même aller au fond des différentes distinctions pour être confortable avec la façon que les produits sont montés, hein? Parce que vous allez avoir un produit socialement responsable qui va procéder peut-être à la base avec de l'exclusion de certains secteurs. Vous aurez une approche ESG qui va peut-être avoir tous les secteurs, mais avec des filtres pour cibler le best in class. Puis ensuite, le impact investing, excusez-moi, j'utilise le nom en anglais, mais c'est souvent ce qu'on dit, c'est l'investissement qui fait en sorte que
le client veut vraiment faire un impact au niveau de ses placements et il veut changer le monde en faisant ses placements d'une certaine façon. Donc, ou en se concentrant dans un certain secteur. Fait que je vous dirais que c'est ça qui revient souvent là, maintenant, c'est que les gens veulent investir de façon socialement responsable. Le choix est de plus en plus important et les définitions peuvent être un petit peu mélangeantes et confondantes et pour l'investisseur et pour le conseiller. Effectivement. Et est-ce qu'on doit, je veux dire, automatiquement renoncer à du rendement dès qu'on veut avoir un impact social ou un impact sur la gouvernance ou sur l'environnement? Absolument pas. Et je sais qu'on va parler de la certification qu'on peut avoir dans le secteur ESG. Moi, je suis en train de suivre un bootcamp avec l'Institut CFA sur le ESG parce qu'ils voudraient que leurs membres aient accès à une formation plus complète sur le ESG. Et justement, cette semaine, on a parlé de ce point-là et j'ai traduit quelques facteurs qui ont été soulevés sur le point du rendement. Puis, c'est prouvé, selon des études, que les compagnies qui gèrent des facteurs ESG ont un plus bas niveau de risque, ont un plus bas coût de capital, ont une meilleure performance opérationnelle et une meilleure performance de leur prix de l'action à plus long terme. Donc, je pense qu'on peut dire maintenant, puis pour les conseillers qui travaillent dans ce secteur-là, on cherchait ces confirmations-là pour avoir la conviction d'aller de l'avant puis offrir des portefeuilles puis des produits ESG à leurs clients. Puis je pense que là, c'est clair. On a des études qui démontrent qu'on ne laisse pas de l'argent sur la table, puis au contraire, on peut en ajouter avec des filtres qui font en sorte que les compagnies qui gèrent leurs facteurs ESG sont mieux gérées dans le temps aussi. En effet. Puis, Francis, je pense que ça rejoint un peu ce que tu m'avais déjà dit par le passé, là, quand tu parlais d'aller au fond des choses avec les clients pour comprendre qu'est-ce qu'ils veulent exactement. Comment tu fais ce travail-là avec eux? Ben, je dirais que travailler en investissement responsable, en conseil financier, c'est faire du conseil financier plus. Donc, en conseil financier, d'abord et avant tout, il faut connaître nos membres, il faut connaître les personnes à qui on offre des conseils pour être capable de fournir des conseils adaptés à leur situation personnelle, à leur situation fiscale, à leur projet. Et quand on parle d'investissement responsable, ben, il y a plusieurs produits qu'on peut utiliser pour arrimer d'une façon plus serrée la structure financière d'un individu avec ses valeurs. Mais pour ça, il faut savoir, il faut avoir de l'information sur c'est quoi qui le fait vibrer comme investisseur, c'est quoi qui est prépondérant pour lui au niveau de ce qu'il souhaite, ce sur quoi il souhaite avoir de l'impact. Donc, je disais tantôt, souvent, c'est l'environnement qui intéresse les gens, je dirais de prime abord. Mais je dirais que chez nous, il y a aussi le social qui est extrêmement fort. Et à la caisse, on attire des investisseurs engagés, hein, je le disais. Et on attire des investisseurs engagés qui sont souvent aussi des investisseurs critiques du système économique, du modèle, et qui désirent avoir un impact aussi fréquemment, ils désirent avoir un impact local et puis un impact positif. Et ça, avec les produits financiers qui sont disponibles, ce n'est pas toujours simple à démontrer comme tel cet impact-là. Et à la caisse, mais depuis plusieurs années, on a développé ce qu'on appelle notre placement à rendement social, qui permet en fait d'expliquer à nos membres comment leurs dépôts en placement garanti chez nous sont utilisés. Et ça, je trouve ça extrêmement porteur. Et moi, j'incite les investisseurs à poser des questions à leur institution financière sur comment leur institution financière se positionne elle-même dans la transition énergétique et comment elles peuvent avoir un impact positif sur la société. Donc, le placement à rendement social, c'est simple, c'est la mécanique à la base d'une institution financière. Il y a des déposants qui nous prêtent des sommes et nous, on fait des prêts à des entreprises d'économie sociale. Et dans l'industrie financière, les institutions financières ont pris l'habitude de rendre très peu de compte à leurs déposants sur la façon dont les dépôts sont utilisés. Et nous, on se fait une fierté et de le démontrer à nos membres.
et de démontrer les effets positifs de leurs investissements chez nous par des impacts concrets, par le développement de l'économie sociale qui a, mon Dieu, des retombées sociales positives pour la société d'une façon extrêmement large. Et ça, cet élément-là est un élément important. Les gens veulent de l'impact, veulent intégrer leur structure d'investissement pour générer du positif pour la société. Et le modèle d'affaires des institutions financières devrait évoluer pour s'ancrer davantage dans le développement d'une économie plus juste et solidaire. Et c'est une des raisons pour lesquelles les investisseurs nous choisissent beaucoup. Et je dois dire aussi que cette question-là de l'intégration des critères ESG par les institutions financières dans les projets dans lesquels elles investissent, ça avance, ça se parle de plus en plus, c'est pris en considération. Et à mon avis, les investisseurs ont un pouvoir très important en questionnant leur institution financière, en demandant des comptes. C'est intéressant comme notion, effectivement, de transparence ou en fait de savoir où est-ce que mon argent travaille. Donc, concrètement, quand je laisse 1 000 $ dans mon compte de banque, il va où? Il travaille où, ce 1 000 $-là? Donc, c'est intéressant, effectivement, d'avoir cette question-là, de dire c'est quoi l'impact tangible que crée mon investissement. Olivier, comment tu as vu ça, toi, de ton côté? Parce que je sais que tu représentais un peu les grands fonds d'investissement qui, eux, justement, ont des comptes à rendre à leurs investisseurs. Comment ça se gère un peu dans les coulisses, tout ça? Pour préciser un peu le rôle que j'ai pu avoir comme consultant auprès de certaines institutions dans le développement de ces fonds-là, c'est vraiment pour arriver à répondre aux besoins d'une certaine clientèle là, sur la mise sur pied de produits financiers. Puis ça revient un peu à ce que Francis et Mary disaient, au niveau de la connaissance du client. Ce n'est pas tous les clients qui ont les mêmes sensibilités et qui ont les mêmes objectifs. D'une façon vulgarisateur, je disais souvent, tu as la gang qui veulent éviter de faire partie du problème, puis tu as ceux qui veulent faire partie de la solution. Je pense qu'aujourd'hui, l'ensemble du marché veut éviter de faire partie du problème. Là. C'est pour ça que le ESG, en termes d'intégration de risque, a pris autant d'espace. J'irais jusqu'à dire qu'un gestionnaire qui fait fi des enjeux des risques ESG ne fait pas un travail diligent en 2021. Là. L'équation de la finance n'a pas changé. On cherche toujours le meilleur rendement pour un niveau de risque donné. C'est simplement que la composante risque, elle a beaucoup évolué. Puis pour ceux qui veulent faire partie de la solution, bien, la composante rendement aussi, elle a beaucoup évolué. On parle tout simplement d'un rendement financier. Donc, c'est vraiment une question de trouver une série de stratégies qui peuvent être appliquées aux produits pour répondre aux besoins d'une certaine clientèle. Puis le grand défi qu'ont eu les institutions dans leur développement puis dans la mise en place de ces produits-là, c'est de trouver une certaine homogénéité dans la clientèle puis d'avoir des produits qui pouvaient peut-être être un produit de substitution par rapport au placement plus traditionnel. C'est ce qui a amené au départ des produits qui étaient très diversifiés et qui comptaient la satanée toujours pétrolière à l'intérieur d'un fonds responsable qui amenait tant de critiques. Au départ, il faut comprendre que les institutions, pour partir un nouveau fonds, ils veulent que ça s'adresse à un plus grand nombre, ils veulent que ce soit représentatif d'une économie. L'économie canadienne, est beaucoup impliquée dans le secteur extractif, donc c'est normal qu'il y ait des titres là. C'est pour ça qu'il y avait d'autres stratégies à l'intérieur des produits, tels l'intégration des risques pour ce qui est du meilleur élève de la classe, là, le best in class, tel que la gestion active des droits de vote, le dialogue ou l'engagement en anglais. Donc, il y a vraiment une possibilité d'y aller avec différentes stratégies pour assurer que même si on a peut-être des mauvais joueurs, on fait des bonnes choses. Puis même pour ceux qui restent dans éviter des secteurs sur une définition très rudimentaire de l'investissement responsable, là, basée sur les filtres et l'exclusion, faut savoir qu'il y a une grande diversité. Moi, j'ai aucun de mes clients au Québec qui m'a parlé d'exclure l'alcool ou la pornographie des portefeuilles. Là. Quand j'ai plusieurs clients anglo-saxons pour qui c'est un enjeu. Donc, il y a des sensibilités spécifiques à certains groupes de clientèle, des communautés religieuses plus sensibles aux enjeux sociaux, des milléniaux plus sensibles aux enjeux environnementaux. Donc, ça devient quand même assez difficile d'arriver à dresser un produit qui répond à tous les besoins. Et donc, ça devient aux conseillers et aux clients
à mieux connaître le besoin pour faire un bon appariement entre les produits et les besoins de l'investisseur. Non, mais je trouve ça intéressant. Puis ça me rappelle un des exemples que tu m'avais déjà nommé, qui est au fond, par exemple, les pétrolières. On pense à Suncor, là, qui est une des plus grosses au Canada, qui dans le fond, qu'on peut avoir tendance effectivement à faire de l'exclusion, à exclure le pétrole de notre portefeuille, alors que peut-être qu'on exclut une partie de la solution aussi. Comme tu nous disais, c'est un peu, des fois, c'est un peu difficile à prédire. Il y a différentes stratégies. Il y en a qui veulent faire même un arbitrage sur la performance environnementale. Donc, c'est sûr qu'aujourd'hui, comme il y a des indices qui prennent en compte les enjeux ESG sur lesquels des fonds négociés en bourse sont basés, et donc faire partie de l'indice qui a une pression sur la demande, il y a certains investisseurs qui vont être tentés de faire un arbitrage en prenant des compagnies qui sous-performent, mais dont le management est prêt à faire les changements, dans le but potentiellement de se joindre à ces indices-là et créer une poussée de la valeur. Donc ça, c'est une stratégie en soi. Il y a des gens qui disent si on veut même verdir ou améliorer le sort de la planète, c'est pas en ayant seulement les meilleurs de la classe dans le portefeuille, c'est en travaillant avec ceux qui justement sous-performent qu'on va avoir un plus grand impact. Donc là, c'est que ça revient à la conversation. Qu'est-ce qu'on souhaite? On souhaite spéculer, on souhaite avoir un impact à long terme, ou on souhaite avoir une assurance qu'on est adéquatement compensé pour les risques auxquels on s'expose. Intéressant. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter, Francis, Marie? Je pense que je suis très d'accord avec Olivier. Ça revient à ce que je disais un peu tantôt, la terminologie, qu'est-ce que les gens recherchent. Mais moi, je dois avouer que je ne travaille pas sous une bannière de ESG. Je suis gestionnaire de portefeuille avec des portefeuilles ESG. Et mon rôle, tel que je le vis actuellement, puis c'est le rôle de beaucoup de conseillers actuellement, c'est de pouvoir offrir puis convaincre le client d'acheter ou d'investir dans le ESG. Donc, je n'ai pas nécessairement, comme Francis rencontre peut-être des clients qui rentrent dans son bureau et qui disent « Bon, ben voici ce que je veux, voici. » Moi, je suis plutôt dans un siège où les gens, je veux les informer qu'il reste des options, puis compte tenu que je suis gestionnaire, discrétionnaire, je peux utiliser des produits de ESG dans les portefeuilles avec l'accord de mes clients qui a signé le nécessaire pour que je gère ces actifs. Mais pour avoir un portefeuille dédié ESG, je pense que le problème actuellement, c'est qu'il n'y a pas assez de conseillers qui veulent en parler. Et je pense que la population doit être renseignée, un peu comme on fait ce matin, sur la possibilité maintenant d'avoir un portefeuille complètement diversifié, actions, obligations aussi, parce qu'on n'a pas parlé d'obligations vertes, là, mais on a souvent tendance à associer le ESG aux actions. Mais en fait, on peut avoir un portefeuille complètement diversifié à travers le monde, dans différentes devises même, et actions, obligations, qui est complètement ESG. Et je trouve que c'est ça qui est vraiment fantastique maintenant. Et c'est plutôt notre rôle d'informer les gens qu'au lieu de rester avec ce qu'on a toujours connu, demander s'il n'y a pas une option ESG. Et comme je disais tantôt, je me répète un peu, mais je rédige mes articles pour des conseillers surtout. Et c'est pour les éduquer sur le fait que c'est devenu excessivement facile maintenant d'offrir un portefeuille diversifié à nos clients. Tous les grands fonds négociés en bourse pour des indices de base sont maintenant disponibles dans un format ESG. Donc, c'est une éducation, en ce qui me concerne, qui est plutôt allez-y vers le ESG. Ça existe, c'est facile, puis c'est performant dans le temps. Effectivement. Carl-André, si je peux faire un petit peu de pouce vas-y, aussi de mon côté, ce que Olivier évoquait sur faire partie du problème, éviter de faire partie du problème ou faire partie de la solution, c'est un petit peu les écoles de pensée de l'engagement actionnarial
et d'un autre côté, le désinvestissement de certains secteurs. Et moi, ce que je constate aussi, c'est qu'il y a une grande différence entre l'institutionnel et le marché des particuliers. Dans l'institutionnel, on est beaucoup plus axé sur justement la gestion des risques et intégrer des portefeuilles dans une volonté de meilleure durabilité. Ce qu'on voit aussi quand même dans les particuliers, mais chez les particuliers, moi, ce que je constate, c'est la notion d'urgence climatique qui est beaucoup portée par les gens. Et je pense que c'est un élément qui fait que les investisseurs portent attention beaucoup aux facteurs d'exclusion parce qu'ils veulent rapidement avoir des positionnements de portefeuille qui font qu'ils sont sûrs et certains de ne pas être dans le problème. Donc, c'est une question de rapidité d'effet. Ils veulent être positionnés rapidement. Tandis que s'intégrer dans une approche d'actionnariat engagé, à mon avis, c'est extrêmement positif et extrêmement porteur de changement, mais ça ne se fait pas demain matin. C'est un travail de longue haleine et ça, les investisseurs particuliers, il faut les éduquer aussi sur ce volet-là pour les amener à embarquer dans des stratégies de ce type-là. Oui, effectivement. Puis, comme tu disais, c'est l'enjeu de l'investisseur moyen n'est pas nécessairement le même que les institutionnels qui gèrent quand même une grosse, un gros montant ou un gros nombre d'investisseurs. Dans ce sens-là, est-ce qu'il y a des enjeux qui sont oubliés, soit par l'investisseur moyen, un peu comme on disait tantôt, peut-être que la gouvernance est un peu moins présente dans leur réalité. Et j'imagine que cet enjeu de gouvernance-là, on le retrouve un peu plus justement au niveau des investisseurs qui, eux, doivent gérer ces fonds-là. Olivier, il me semble que tu m'en avais déjà parlé, là, justement, des enjeux de la gouvernance qui sont assez, j'ai envie de dire, borderline, là, que des fois, on se demande si c'est correct ou si c'est pas correct. Comment est-ce qu'on fait pour analyser ça, j'ai envie de dire, d'un œil de l'investisseur moyen qui ne sait pas trop nécessairement comment ça se passe? C'est certain que, bon, en ce moment, c'est la saison des assemblées annuelles. Je pourrais vous sortir approximativement 200 rapports annuels qui rentrent encore en papier au bureau, malheureusement, tous les jours par brouette, ce qui est un autre enjeu en soi et ce qui fait surchauffer notre numérisateur ici au bureau. Mais le langage utilisé dans les circulaires à la direction pour faire une bonne évaluation de la situation de la compagnie et de sa gouvernance, je ne crois pas malheureusement que ce soit adapté à l'investisseur particulier. Ça demande un travail fou. À vrai dire, c'en est une profession. Et je ne me plaindrai pas du fait que cette inefficience de marché-là a créé la profession qui m'a fait vivre pendant une vingtaine d'années. En termes de gestion de droit de vote, mais il faut quand même se dire qu'il y a une complexité incroyable quand les compagnies doivent faire affaire avec des avocats pour faire leur divulgation, puis que les investisseurs doivent faire affaire avec des consultants pour comprendre la divulgation. Là, on est clairement dans une transparence qui est rendue tellement complexe qu'on a besoin d'aide pour se faire aligner là-dedans. Fait que c'est sûr que les enjeux de gouvernance qui sont souvent les plus criants, la rémunération des dirigeants est un enjeu qui fait toujours grincer les dents. J'ai de nombreuses fois des conversations sur essayer d'établir ce qui est pour vous un salaire excessif, là. Puis après, on va parcourir c'est quoi les salaires des gens qui ont dans votre portefeuille. Puis étonnamment, l'investisseur moyen fait souvent le blâme sur le dirigeant en soi qui reçoit ce salaire-là, mais ce n'est pas lui qui décide de son salaire. C'est le conseil d'administration qui lui présente un contrat, là. Et c'est là où le vote et l'engagement ont toute leur importance, puisque les gens qui présentent ces contrats-là, des contrats qui, bon Dieu, outre la rémunération excessive, mais qui peuvent avoir des dispositions où si on fait un mauvais travail, on est mis dehors, on part avec un parachute doré de millions de dollars. Écoutez, moi, je serais le premier à signer un contrat comme ça si on me présentait là. Le problème n'est pas sur le dirigeant, le problème est bien sur le conseil d'administration. Fait que des fois, il y a de l'éducation aussi à faire dans qui sont vraiment les réels responsables. Puis en termes de conseil, bon, je parle de rémunération, il y a beaucoup l'indépendance et la diversité qui sont des enjeux de l'heure. On est encore très loin, mais il y a des progrès en termes de diversité de genre. Mais en termes de présence de minorités sur les conseils, en termes de diversité d'âge sur les conseils, il y a encore énormément de travail à faire. Et ça, ces conseils d'administration-là sont élus par les investisseurs.
Donc, c'est vraiment une action sans nécessairement le faire personnellement, puisque c'est très aride comme lecture et difficile à avoir, mais de s'assurer que le fonds dans lequel on va investir a une politique d'exercice des droits de vote et peut-être même demander le résultat des votes, parce que tous les fonds, par le règlement 81-106, ont l'obligation de présenter aux investisseurs comment ils ont voté sur les enjeux. C'est peut-être une bonne façon de s'assurer que par procuration, le travail est bien fait. Ça prend quelle portion disons, du pourcentage, ça prend quel pourcentage de l'entreprise pour avoir un impact au niveau des votes? Je ne sais pas, si par exemple une caisse de dépôt a 10% d'actions d'une entreprise, est-ce que c'est suffisant pour changer quoi que ce soit? Tout vote compte. Et quand je dis compte, c'est OMTT. Chaque vote est important. Les administrateurs, et là, je vais utiliser du langage exit la langue de bois, là, mais les administrateurs sur les conseils ont été habitués à des résultats d'élections russes pendant plusieurs années, là, donc du 95-98% en faveur. On se donne toutes des tapes dans le dos. J'ai déjà même eu des appels de dirigeants qui, suite à des recommandations de vote négatifs qui amenaient peut-être un 5 à 10 de dissidence, voulaient absolument faire changer ces votes-là et étaient prêts à faire des concessions pour, évidemment, ne pas perdre la face en Assemblée générale. Il y a une question un peu d'égo là-dedans qui fait bouger rapidement les affaires. Mais donc, tout vote est important. Puis, il y a beaucoup d'augmentation dans la dissidence depuis les 10 dernières années. Là, on parlait de conseil d'administration, mais si on prend toutes les propositions d'actionnaires qui touchent plus les enjeux environnementaux, sociaux et gouvernance, dans mes débuts, on recevait 3 à 5 d'appui pour une proposition d'actionnaire, puis c'était pratiquement la fête là, dans le bureau. Là, c'était yes, un enjeu environnemental qui va être pris en compte. Aujourd'hui, ce n'est pas rare de voir des 30, 40, même la majorité de l'appui pour une proposition environnementale et sociale. Donc, il y a des gains qui sont faits. Mais encore là, je le déconseille pratiquement à un investisseur particulier qui même fait sa propre sélection de titres, de passer ses journées à lire des circulaires de la direction, là, puisque c'est fastidieux comme travail. Oui. Je peux peut-être juste renchérir ce que Olivier vient de dire, parce que c'est super intéressant, puis c'est vrai, tout ça. Puis c'est aussi vrai que pour l'investisseur moyen, on n'a pas accès à ces moyens-là. Mais ce qui est intéressant à savoir, ce qui est réellement le changement qui survient actuellement, c'est que dans les produits qui sont maintenant offerts ESG, vous en avez qui sont particulièrement pointus, mettons, sur le sort de la femme, hein? Donc avec des ticker women, entre autres. Mais vous en avez aussi avec tout ça intégré dans les filtres. Pour la sélection de titres qui est dans le produit, que ce soit un FNB ou un fonds commun. Et vous avez des grands gestionnaires comme Larry Fink de iShares, qui est le plus gros gestionnaire d'actifs au monde. Puis, il a fait des énoncés absolument renversants ces dernières années pour se dédier à la cause de ESG, pour s'assurer justement que les conseils d'administration soient plus diversifiés. Donc, c'est important que l'investisseur moyen soit conscient que ce sont des enjeux, mais qu'il soit rassuré aussi par le fait que les produits qui existent maintenant, qu'on utilise pour l'aider à investir de façon socialement responsable, ils s'attaquent à ces points-là. Donc, moi, je trouve que c'est tout du positif et ça devient de plus en plus important. Et je suis sûre, Carl-André, que tu vas nous poser une question sur le greenwashing, hein? Mais il y a évidemment des sceptiques à tous les niveaux. Mais moi, je trouve qu'au fur et à mesure que toute l'industrie adopte, et je parle de toute l'industrie, puis je vais quand même souligner la part de Desjardins, parce que Desjardins était un des premiers ici au Canada à avoir un produit pour l'environnement. Mais lorsque tout le monde sera là-dedans, puis tous les gros,
les iShares, les Vanguard, les First Trust, les BMO. Maintenant, tout le monde a une suite de produits ESG, puis c'est ça qui va changer la façon que les compagnies adoptent leur conseil d'administration et c'est le type de mesure, ce dont Olivier parle. Tout à fait. Puis est-ce qu'on voit un peu la même chose à travers justement les fonds négociés en bourse, qu'on n'est pas on n'achète pas un titre en particulier, mais on achète un panier de titres. Est-ce qu'on a encore cet engagement actionnarial-là qu'on peut retrouver? Oui, bien, tu me poses la question. C'est sûr que les fonds négociés en bourse, quand je parle de filtre, on va utiliser souvent une stratégie de indexing basée sur MSCI, par exemple, qui est un des plus gros. Puis MSCI, ici au Canada, vous avez MSCI puis Sustainalytics. C'est probablement les deux plus gros que les compagnies vont utiliser pour créer leurs produits et pour assurer que leurs filtres ESG sont efficaces, sont bons, font effet ou donnent ce qu'ils veulent donner dans le produit. Parce qu'on peut monter un indice ESG de différentes façons, basé sur ce qu'on disait plus tôt. Ça peut être sur une base d'exclusion, ça peut être best in class, ça peut être dans l'optique qu'on va quand même garder de façon à peu près proportionnelle tous les facteurs de la bourse sous-jacents qu'on veut suivre. Donc, il y a différentes façons de monter un indice ESG. Puis, il y a des compagnies comme MSCI qui font un travail fantastique avec toutes sortes d'analyses de données ESG pour finalement faire ce que le client veut. Donc, si le client dit, moi, je veux un indice ESG qui cible telle affaire, ben, il donne le contrat, puis on finit par avoir un indice ou un produit pour offrir aux investisseurs. Puis c'est ça qui se produit depuis un couple d'années. C'est la panoplie de produits disponibles pour l'investisseur est absolument fantastique. Définitivement. Ben c'est même jusqu'à un certain point, c'est difficile justement de s'y retrouver à travers des fois tout l'ensemble des produits. Puis j'ai envie de dire derrière le marketing aussi qui est derrière ces produits-là. C'est comme on dit un peu par rapport au greenwashing, c'est effectivement les institutions financières vont avoir tendance à proposer, à dire voici, j'ai un produit responsable. Mais là, la question que l'investisseur moyen se pose, c'est comment je fais pour savoir à quel point c'est responsable ou si c'est vraiment responsable ou si ça correspond à mes valeurs, ou sur lequel des enjeux ça travaille. Parce que souvent, ça reste, j'ai envie de dire, un peu flou dans les yeux de l'investisseur qui voit juste comme le grand titre du fonds puis les 10 principaux titres. Et à partir de là, ben, c'est fais-toi une idée. Donc, Francis, de ton côté, comment tu décortiques ça avec tes clients pour dire, ben, voici ce qu'il y a dans ton portefeuille, voici les choses que composent ce fonds-là? Carl-André, je pense que je vais peut-être intégrer deux volets de réponse dans ta question. Et puis faire du pouce aussi sur un élément que Mary a abordé tantôt, sur le travail des conseillers, hein, la compétence des conseillers, l'intérêt des conseillers envers l'investissement responsable. Et puis moi, je le constate dans ma pratique, là, à mon avis, il y a un décalage très important entre les demandes des investisseurs et l'intérêt des conseillers pour l'investissement responsable. D'ailleurs, quand on regarde les résultats du sondage de l'Association canadienne de l'investissement responsable à l'automne dernier sur la proportion de Canadiens qui veulent entendre parler d'investissement responsable, c'est au-delà du 3/4. Donc, les gens veulent en entendre parler, mais les gens ont majoritairement peu de connaissances dans le domaine. Donc, on a énormément d'éducation à faire. Et puis, je dirais que pour savoir si le produit est un produit d'investissement responsable, dans ce sens-là, je dirais qu'il y a un peu un acte de foi aussi de la part des investisseurs envers leurs conseillers. Je dirais que la confiance, elle est monumentale dans cette question-là parce que c'est pas simple d'évaluer les répercussions concrètes d'un portefeuille d'investissement. Donc, comme conseiller, ce qu'on va faire, c'est qu'on va présenter les secteurs qui sont exclus, on va présenter les entreprises dans les portefeuilles.
Mais après, l'investisseur doit faire confiance à l'organisation aussi qui va porter toute la facette de l'actionnariat engagé, donc des discussions avec les entreprises pour les amener à s'améliorer. Et chez Desjardins, par exemple, il y a des informations qui sont disponibles là. À chaque année, il y a un rapport sur l'investissement responsable qui est produit. Les membres peuvent y avoir accès. On peut avoir des exemples de résultats de dialogue avec des entreprises, des exemples aussi d'entreprises en portefeuille, puis de que font ces entreprises-là pour avoir un impact positif sur telle facette. Et il y a aussi des sources hors des institutions financières. Mary a parlé de MSCI, mais on peut parler aussi de Morningstar avec leur outil très simple de code de durabilité qui peut être accolé à des produits d'investissement. Et moi, personnellement, j'aime aussi beaucoup Corporate Knights, la revue torontoise à chaque année qui fait un classement, son Eco-Fund Rating, donc un classement sur les performances environnementales de produits d'investissement disponibles pour les investisseurs, donc une source neutre. Et ça, comme conseiller, c'est des informations qu'on peut offrir à nos membres pour les amener à pousser un peu plus loin leur réflexion. Et pour terminer, je reviendrai sur un élément que Mary a abordé sur un peu le manque d'uniformité dans l'industrie. Hein, présentement, je dirais que c'est une question qui est discutée et qui va probablement, en tout cas, il va y avoir certainement du travail qui va se faire, entre autres au niveau de l'Association canadienne de l'investissement responsable pour avoir des meilleures pratiques, peut-être un meilleur encadrement dans l'industrie pour avoir des terminologies plus claires, pour avoir des nomenclatures plus uniformes pour que les gens puissent s'y retrouver plus facilement. Et quand on dit qu'un fonds, par exemple, peut se présenter avec un terme sans investissement fossile, mais qu'il peut y avoir dans certains cas, par exemple, des compagnies de pipeline, mais on trace la ligne où. Ça, c'est un peu justement notre travail de conseiller quand je disais qu'il faut bien connaître notre membre, notre investisseur. Ben, il faut savoir pour lui, la ligne s'arrête où. Effectivement. Je pourrais peut-être juste ajouter une chose parce que quand on parle de comment les conseillers travaillent dans cet espace-là de ESG, c'est pas tous les conseillers qui travaillent de la même façon. Quelqu'un qui voudrait faire de la sélection des titres, par exemple, pour créer son portefeuille ESG, ben moi, je suis pas à l'aise à aider ce type d'investisseur-là. C'est pas comme ça que je travaille. Moi, j'ai bâti des portefeuilles en fonds négociés en bourse. Je suis très confortable avec ces produits-là et j'utilise les produits qui sont surtout dans ce secteur-là, puis quelques fonds communs qui ont des filtres ESG. Moi, je ne suis pas non plus quelqu'un qui favorise l'exclusion parce que je crois, et puis c'est une foi personnelle, une conviction personnelle, qu'il faut que tous les facteurs de l'économie, toutes les compagnies aient la chance d'adopter des principes environnementaux qui vont améliorer leur impact sur notre environnement. Puis, il faut pouvoir les encourager en leur disant que, bon, ben écoutez, vous êtes peut-être dans tel secteur, mais vous avez amélioré votre cote, donc vous pouvez être dans le produit. Donc, je dis ça non pas pour contredire Francis, mais pour donner l'exemple que les gens travaillent de différentes façons aussi dans ce secteur-là. Et une raison pour laquelle il y a beaucoup de conseillers qui hésitent à travailler sous la bannière de socialement responsable, c'est que on ne peut pas être toute chose à tout client. Hein? Donc, on ne peut pas passer sa journée à créer un portefeuille d'actions individuelles, à mettre sur pied un portefeuille de fonds communs, à faire un portefeuille qui est exclusif, puis que chaque client a un portefeuille différent. Ça fait un travail de conseiller qui est très lourd,
puis où il va avoir de la difficulté à gagner sa vie. Hein? Donc, un travail d'une façon, un autre travail possiblement d'une autre façon, puis c'est correct. Puis c'est le client qui questionne le conseiller à savoir comment il travaille, puis comment il va l'aider à accomplir ce qu'il veut accomplir dans cet espace-là de socialement responsable. Ce que j'entends, c'est des fois, c'est au-delà de l'investissement comme tel, c'est un peu la connexion entre le conseiller et l'investisseur, finalement, donc qui réussissent à quand même avoir une bonne communication, à bien s'entendre, puis à s'entendre un peu sur les objectifs, puis le pourquoi est-ce qu'on fait cette démarche-là, de ce que je comprends. Oui. Puis sous-jacent à ça, c'est que il faut avoir toutes les conversations qu'on aurait régulièrement avec le client. Son âge, son niveau de risque, sa planification, donc quelle proportion action, obligation, est-ce qu'on est équilibré ou on est croissance. Et au-delà de ça, on insère aussi les facteurs ESG. Donc, il y a différentes façons de travailler dans cet espace-là. Moi, je trouve que pour les conseillers qui sont proactifs, ils créent leur clientèle. Au lieu d'avoir le client qui dit, bon, ben regarde, tu vas faire ça pour moi, puis ça pour ça, puis j'aime pas ça, puis tu vas faire ça. Quelqu'un qui est à l'aise dans cet espace-là, qui a des produits avec qui il ou elle aime travailler, puis qui a la conviction, peut créer un business ESG où finalement, il attire beaucoup de clients, puis beaucoup de monde en bas. Puis c'est ça qu'on veut. Hein? Mm-hmm. En effet. Olivier, je pense que tu as déjà travaillé justement à faire de la formation auprès des conseillers. Qu'est-ce que tu as remarqué dans ce sens-là? Le micro est fermé. Juste réouvrir. M'a muté. J'étais bruyant, c'est ça? Pas de problème. Écoute, il y a, oui, l'aspect formation, l'aspect développement des connaissances, tant chez les conseillers, puis on en parle beaucoup chez les investisseurs. Là, je pense qu'il y avait une ancienne adage qui disait que les gens passent en moyenne plus de temps à magasiner une paire de jeans qu'à choisir un conseiller financier. Là. Je serais curieux de revoir les sondages, mais je suis pas mal certain que c'est encore vrai. Là. Vous pouvez magasiner votre conseiller financier et je vous suggère, je vous conseille d'y prendre du moins plus de temps qu'une paire de jeans. Hein. Les conseillers se retrouvent dans différentes situations. Beaucoup sont réactifs. Il y a encore beaucoup de conseillers traditionnels où ils sont approchés par une clientèle qui a fait des devoirs beaucoup plus approfondis. Et là, ça dépend du type de clientèle, mais si je prends celle qui cogne à la porte de la Caisse d'économie solidaire, par exemple, c'est sûr que pour aller vers une organisation de cette nature-là, on a déjà une sensibilité, on a déjà fait des recherches. Donc, vont arriver souvent avec des questions très pointues, et là, il y a une espèce de défi de compétence ou de comment le conseiller arrive à bien cerner le besoin et à garder un peu le dessus. Là, ça reste que c'est lui le professionnel, mais à répondre adéquatement à ces questions qui peuvent être très, très évoluées. Mais en général, il y a vraiment un besoin de formation de l'ensemble des conseillers pour être capable du moins de mieux cerner c'est quoi le besoin du client. J'aime beaucoup ce que Mary parlait comme approche, là, de dire c'est vrai que les proactifs, là, il y en a qui l'ont été déjà depuis 10, 15, 20 ans, qui ont aujourd'hui des très beaux modèles d'affaires comme conseillers parce qu'eux ont décidé de dire ben, moi, c'est comme ça que je veux travailler, puis c'est comme ça que je vais aller chercher ma clientèle. C'est une approche qui évitait l'ensemble du problème d'essayer de faire de la particularité du custom pour chacun des clients. Parce que, comme je disais, au niveau de l'institutionnel ou du retail, on ne s'en sort pas. Là. Il y a autant de sensibilités que d'individus. Et ces sensibilités-là, ils fluctuent aussi dans le temps. La raison pour laquelle on parle d'impact investing aujourd'hui, et qu'on n'en parlait pas il y a 10 ans, c'est parce que les gens qui ont fait le choix de fonds traditionnels ESG ont dit ben, c'est bien beau, mais qu'est-ce que ça donne de tangible? T'sais? Je ne me retrouve plus là-dedans au bout de quelques années. Je veux quelque chose de plus et je veux de l'impact. Donc, il y a un continuum là-dedans que l'investisseur va évoluer aussi. Donc, je pense que renverser, pour ce qui est du conseiller, la stratégie en disant que c'est moi qui vais développer mon approche auprès de ma clientèle, c'est quelque chose qui peut être vraiment tout à son avantage. Sinon, c'est rester à jour sur l'évolution constante des produits.
parce qu'il en sort des nouveaux, je vais dire pratiquement quotidiennement. Là. Tout le monde a sa famille de fonds et il faut s'assurer d'être prêt à faire face à ces questions-là qui sont sans doute peut-être plus évoluées qu'un investisseur traditionnel pouvait avoir comme question habituellement. C'est intéressant. Fait que dans le fond, de ce que j'entends, c'est que les conseillers pourraient avoir un certain avantage à dire, par exemple, moi, je veux explorer justement spécifiquement les enjeux d'environnement, puis je me bâtis des portefeuilles comme qui sont bons pour l'environnement, puis d'aller chercher une clientèle qui veut ça, par exemple. Donc, de volontairement, je veux dire, exclure de son portefeuille certaines notions pour garder un focus, puis avoir une niche dans sa business de conseiller financier, finalement. Et je dirais peut-être aussi avoir l'humilité de ne pas avoir réponse à tout. Okay. Il y a des conseillers qui ont tendance à vouloir avoir réponse à tout parce qu'ils pensent que c'est leur légitimité professionnelle de fournir conseil. Mais surtout quand on parle d'éco-blanchiment, d'étri-blanchiment et de tous les blanchiments possibles, là, une petite dose d'humilité pour dire, à la limite, je peux vous référer à un collègue qui est plus familier avec ces enjeux-là. Ça fait beaucoup de chemin dans le lien de confiance que l'investisseur va avoir avec l'organisation par la suite. J'imagine que c'est le genre de choses qui doit arriver un peu avec tes collègues, Francis, quand il y a des questions ESG plus poussées. J'imagine que tranquillement, pas vite, ils vont dire, va voir Francis. On travaille en équipe à la caisse et puis à la caisse, tous mes collègues et moi-même qui faisons du service aux particuliers en investissement, on détient tous une certification en investissement responsable, une certification de l'Association canadienne de l'investissement responsable qui nous permet de porter le titre de spécialiste en investissement responsable. Et puis, je trouve que c'est un élément super intéressant dans la discussion parce que aujourd'hui, un élément intéressant dans la discussion, c'est qu'on fait de l'éducation ce matin beaucoup. Hein? Et puis, nous, dans nos bureaux, avec nos membres, on a aussi beaucoup d'éducation à faire. Et puis, au début de la discussion, je parlais du pouvoir de l'investisseur, le pouvoir que l'investisseur peut avoir en posant des questions à son institution financière sur son modèle d'affaires et sur la façon dont elle utilise l'argent que je laisse dans mon compte de banque. Mais l'investisseur peut aussi avoir un pouvoir important ou du moins s'engager d'une façon peut-être plus porteur en questionnant son conseiller. Hein, présentement, autant au niveau de l'Autorité des marchés financiers que de la Chambre de la sécurité financière au Québec, il n'y a aucune formation ou aucune compétence obligatoire pour un conseiller. Donc, c'est vraiment, le conseiller doit avoir la volonté de se perfectionner, d'être à jour sur ces questions-là pour être en mesure de conseiller la clientèle. Et puis, au-delà d'un titre ou de type de produit de l'investissement qu'un conseiller peut offrir, l'expertise en investissement responsable, c'est pas quelque chose qui s'acquiert du jour au lendemain après une formation de quelques heures. Là, c'est une question de pratique. Donc, moi, j'incite les investisseurs à poser des questions à leurs conseillers sur leur formation, sur leur expérience, sur la façon dont, justement, ils vont questionner sur la façon dont ils se positionnent dans ça, puis qu'est-ce qu'ils font aussi pour se tenir à jour. Hein? Parce que l'investissement responsable, là, présentement, du côté des particuliers, ça se développe d'une façon très importante, mais l'investissement responsable se développe aussi à une vitesse grand V, entre autres au niveau des thématiques qui sont abordées. Olivier en a parlé tantôt, les thématiques évoluent, les thématiques changent, donc c'est important aussi de s'assurer que son conseiller est à jour. Et puis, je terminerai peut-être avec un clin d'œil à Olivier sur le fait de l'humilité du conseiller. Moi, j'abonde dans ce sens-là. Là. Je pense qu'effectivement, il n'y a personne qui a réponse à tout. Et puis, des produits d'investissement, c'est des produits qui demeurent complexes, qui sont en changement continuel. Donc, c'est pour ça que ça prend une relation de confiance. Hein? L'investisseur qui choisit son conseiller, si on fait abstraction de l'investissement responsable, l'investisseur qui choisit son conseiller doit, pour être bien servi, développer une relation de confiance avec son conseiller, mais pour être bien servi du côté de l'investissement responsable, il faut aussi qu'il y ait une relation de confiance qui se développe sur ces facettes-là. Définitivement. Mary, est-ce que tu aurais quelque chose à rajouter au niveau de la formation, justement?
Au niveau de la formation, je dirais oui. Je pense que effectivement, il faut valider que le conseiller est qualifié. Maintenant, il existe plusieurs trucs à ce stade-ci, puis ça évolue tout le temps. Il y a énormément de conférences, puis tantôt on parlait avant même le Facebook Live qu'on a tellement de vidéoconférences actuellement. Et je dois dire que puisqu'il y a autant d'émetteurs dans l'espace ESG qui nous fournissent avec une information qui est vraiment de qualité puis très diversifiée. Alors, il faut s'informer pour être sûr que notre conseiller est bien renseigné sur le sujet de ESG, mais ça aussi, c'est un mélange de ça avec, c'est quoi son historique de placement, c'est quoi son approche, c'est quoi sa philosophie. Si on rentre dans l'espace de ESG, on veut être là pour le long terme. Hein? Ce n'est pas pour faire un petit coup d'argent parce qu'on aime les véhicules électriques et on veut acheter ça dans le rebond de la pandémie. Non, c'est pour faire des placements, pour créer de la richesse puis faire un patrimoine. Donc, ça fait partie d'un sujet qui est quand même assez étendu et la confiance entre le conseiller et le client est basée sur la qualité de cette discussion-là. C'est qu'est-ce que tu peux faire pour moi? Puis comment tu peux m'aider à investir d'une façon qui rencontre ma conscience sociale? Et comment tu vas travailler pour moi puis pour ma famille dans le temps à m'aider à atteindre mes objectifs? Alors, c'est pas une petite conversation. Et comme Francis dit, plus qu'une personne est qualifiée, mieux c'est. Mais c'est pas juste une qualification ESG. Ça fait partie d'un tout pour assurer qu'on a une bonne relation dans le temps et qu'on reste avec notre portefeuille ESG. Hein? Parce que, en tout cas, moi, mon message dans le placement, c'est le bonheur puis la prospérité. Mais pour être prospère, il faut être heureux pendant qu'on est sur le chemin de la prospérité. Il faut se sentir compris, puis il ne faut surtout pas se laisser aller à nos émotions. Et dans le secteur ESG, je vous dirais qu'il y a une couche d'émotions encore plus épais quand il s'agit du client. Oui, parce que ce n'est pas juste l'investissement, c'est comme on veut aller un petit peu plus loin que ça. Fait que c'est le petit attachement qu'on veut, on veut créer un impact de plus. Je pense que ça aborde aussi le coin des attentes du client. Je peux me permettre de parler aux investisseurs on voudrait tous faire du 30% par année et régler tous les problèmes de la planète. Là. Si ce produit-là existait puis amenait ce rendement-là et cet impact-là année après année, ce serait le seul produit qu'on serait tous investis dedans. Donc, il y a une notion aussi de gérer ses attentes et j'aime bien la notion d'être confortable dans le chemin de la prospérité. Je pense que c'est un processus. On souhaiterait tous, il y a l'urgence, on est conscient de ça. Mais le paquebot financier ne tourne pas sur un dissous. Moi, je l'ai vu, la progression en 20 ans. Où au départ, on nous traitait de communistes, de socialistes, puis de tree hugger. Et je les ai toutes eues, les appellations tournant des années 2000. À aujourd'hui, avoir ces mêmes personnes-là qui t'appellent pour savoir un peu ce que tu en penses de certains enjeux. Faut se satisfaire de ces victoires-là parce que c'est des victoires qui sont systémiques change la façon dont la finance opère. Et pour moi, ça en soi, c'est un grand impact de mon investissement que j'ai mis en temps dans ma carrière et tout. Mais pour les gens qui investissent et qui posent des questions à leur conseiller financier, il faut aussi être conscient qu'on n'y arrivera pas en un an ou en performance trimestrielle. Il faut revoir un peu nos attentes, qu'elles soient raisonnables. Et qu'on essaie de garder ça en perspective long terme, comme on s'inscrit dans un changement de paradigme. Puis il faut s'attacher à ce fait-là en évitant de tomber dans du cynisme. Super intéressant. Avez-vous un mot de la fin avant qu'on termine? Je vois l'heure qui avance rapidement. Francis?
Moi, premièrement, merci Carl-André pour l'invitation à l'atelier. Super intéressant ce matin. Le mot de la fin pour moi, pour les investisseurs, c'est poser des questions. C'est ce qu'il faut faire. Poser des questions et contentez-vous pas de réponses boiteuses ou de réponses insatisfaisantes. Comme on a évoqué tantôt, un conseiller financier, ça se choisit, puis ça devrait se choisir bien, puis on devrait prendre le temps de choisir son conseiller financier. Donc, si on reçoit des réponses insatisfaisantes, ça peut être une bonne chose aussi d'aller chercher un deuxième avis. Oui. Moi, des fois, l'image que j'ai en tête, c'est le conseiller qui dit signe ici, ça te convient? Pourquoi? Pourquoi, voilà. Tu sais? Puis, Marie? Oui. C'est mon tour. Alors, moi, mon message, c'est si vous n'avez pas encore fait les premiers pas, faites-les. Il existe des solutions pour vous en investissement responsable ou ESG qui sont vraiment à votre portée et qui feront du bien à la terre. Mais rappelez-vous aussi que le ESG, ce n'est pas juste dans les placements, c'est la façon que vous vivez votre vie de tous les jours. Et c'est la façon que vous traitez les autres. C'est la nourriture que vous mettez sur votre assiette. C'est la voiture que vous conduisez. Alors, quand vous adoptez le ESG, pensez à ça aussi, que ce n'est pas juste sur un état de compte puis dans votre compte bancaire. C'est dans votre vie de tous les jours. C'est vrai qu'on ne l'a pas mentionné, mais les entreprises sur lesquelles on investit avec notre portefeuille, on consomme de ces entreprises-là tous les jours avec tous les produits qu'on utilise. Donc, effectivement, c'est de le voir, oui, comme investisseur, je mets mon argent dans cette entreprise-là, mais si je crois en cette entreprise-là, je vais acheter ces produits comme qui sont sur les tablettes aussi, et vice-versa. S'il y en a que je ne veux pas encourager, bien, je ne vais pas acheter ces produits sur les tablettes. Donc, une autre forme de faire de l'investissement, c'est bon de le mentionner, effectivement. Merci beaucoup. Acheter, c'est voter. Investir, c'est acheter une carte du parti électoral. Belle image. Mais je n'ai rien à rajouter. Je trouve que tout ce qui a été dit est parfait. Puis, si vos conseillers n'ont pas réponse à vos questions, je suis convaincu que Francis et Mary sont disponibles à recevoir vos appels. Merci beaucoup. Je suis très honoré. Là. Je pense que ça a été une très, très belle discussion. On a abordé, somme toute, des choses relativement simples, mais je pense quand même assez importantes là, parce que, comme on dit, il y a un besoin d'éducation sur ce sujet-là. Puis c'est important de réussir à en parler objectivement et ouvertement. Je trouve ça le fun. Vous avez apporté tellement de belles réflexions, des beaux éléments de réponse, puis des choses peut-être qui vont amener les gens à réfléchir. Justement sur quelles questions poser la prochaine fois qu'ils vont rencontrer leur conseiller ou peut-être un angle un peu différent où elle est explorée dans ce sens-là. Donc, je trouve ça le fun si on est capable de donner une petite impulsion là, dans le sens d'investissement responsable. Moi, je pense qu'effectivement, l'avenir ne peut qu'aller par là, dans cette direction-là. Maintenant, ça va être de voir un peu, comme on disait, ça évolue beaucoup. Les critères vont évoluer, donc les impacts de tout ça vont évoluer. Ça va être de s'ajuster en cours de chemin, mais moi, je continue à penser que ça fait partie des solutions pour l'avenir. Puis si on peut faire travailler notre argent là où sont nos valeurs, respectivement pour tous et chacun, je pense que c'est encore plus positif. Fait que merci beaucoup à tout le monde. Ce fut un plaisir, une belle rencontre. Donc, je vais peser sur le bouton fin de la rencontre à l'instant. Donc, merci encore et bonne fin de journée. Merci. Merci. Merci à vous. Bon week-end.